Bonjour, je vais corriger la partie C du DNS2. Je vous montre l'énoncé. Voilà, le voici. Vous avez encore un système masse ressort, sauf que la partie, le point A qui est ici, il a le droit de bouger cette fois-ci. Donc vous avez un opérateur ou quelque chose qui bouge le point A. Et on va regarder la réponse de la masse M lorsque on excite le système au niveau du point A. Ce qu'on montre dans cette partie, c'est que si vous excitez le système à la bonne fréquence, donc la bonne fréquence ici c'est la fréquence naturelle d'oscillation qu'on appelle fréquence propre du masse ressort, et bien en fait le masse ressort il réagit très bien, c'est-à-dire qu'il oscille de plus en plus fort. L'exemple que je peux donner, c'est si vous avez si un jour vous êtes passé sur une passerelle métallique par exemple, qui a une certaine élasticité. C'est-à-dire que quand vous marchez sur la passerelle, vous sentez que ça bouge un petit peu. Ça va pas s'écrouler, hein, enfin, si c'est bien conçu. C'est pas dangereux du tout, mais bon, il arrive parfois que ça bouge un petit peu. Ou sur un plongeoir, par exemple, si vous avez eu l'occasion de faire ça. Lorsque vous êtes au niveau du plongeoir, vous savez, et on n'a pas besoin de vous expliquer ou de vous faire des gros calculs, hein, mais vous savez par expérience que si vous excitez le système à la bonne fréquence, et bien vous allez amplifier l'oscillation. Vous allez amplifier l'oscillation. Et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Et comme nous, on néglige les frottements dans cet exercice, on va même montrer que l'amplitude des oscillations, elle tend vers l'infini. Donc c'est. Alors il y a un exemple fameux que tout le monde cite, enfin en tout cas dans les cours de ce type-là, c'est le pont de Tacoma, je crois, aux États-Unis. Enfin, vous allez sur votre moteur de recherche préféré et puis vous regardez résonance, pont qui s'est écroulé, enfin vous tapez ce genre de mots-clés et vous allez tomber tout de suite sur la vidéo, c'est très très impressionnant. C'est très impressionnant. En fait, c'est un pont, le vent a soufflé pendant plusieurs jours et a excité un mode propre de vibration du pont. Et à la fin, le pont il bougeait avec des amplitudes absolument gigantesques et il a fini par s'écrouler alors qu'il venait juste d'être construit. Plus récemment, il y a eu la même histoire avec le Millennium Bridge à Londres. Donc c'était une passerelle pour piétons. Donc là, il n'y avait pas vraiment de danger, mais il y avait un mode de résonance qui était excité par la marche de piétons. En fait, c'est pas de bol, c'était pile poil la mauvaise fréquence. C'est à peu près 1 Hertz. Et donc c'est à peu près le rythme à laquelle vous posez les pieds lorsque vous marchez. Et ça a excité, quand les gens marchaient dessus, ça a excité ce mode de vibration, et donc ça c'est évidemment très embêtant. Et donc ils ont dû faire des travaux pour corriger ce petit défaut. Enfin ce petit défaut, ce défaut tout court. Voilà, donc là je commence la mise en équation. Référentiel terrestre supposé galiléen, donc ça ne change pas. On ne fait pas les changements de des référentiels non galiléens, ça viendra, enfin vous ferez ça plus tard. Enfin pas avec moi en tout cas. Le système, c'est la masse. Le bilan des forces. Vous avez le poids, qui est comme ceci. Donc je le mets au niveau, voilà, comme ceci. Vous avez la réaction du support. Alors la réaction du support, je vais la mettre ici. Alors je suis en train de faire un truc. Normalement, je fais de la mécanique du point. Donc la masse que j'ai représentée, en fait, il faut l'imaginer ponctuelle. Pour des raisons évidentes, elle est comme ça. Sinon, je ne pourrais pas la représenter. Eh bien, vous remarquez que le poids, je l'ai fait partir du centre de masse, alors que la réaction du support, je l'ai fait partir du support. Donc en fait, on commence, c'est une petite introduction, l'air de rien, à la mécanique du solide. Enfin, la force de rappel du ressort, allez, je la mets comme ceci. Alors j'avais déjà expliqué qu'on pouvait, dans un premier temps, ne pas la représenter, cette force. Hein, ne pas la représenter, parce que parfois ça vous induit en erreur. Ça vous induit en erreur parce que finalement vous changez les signes, F il est à gauche, à droite, enfin bref, parfois ça vous perturbe. Donc bon là je l'ai représenté, mais vous pouvez aussi mettre en équation et représenter après la force. Ou ne pas la représenter du tout, c'est pas très grave.
Voilà, donc on fait le bilan des forces, le poids, la réaction du support. Pour information, hein, je le précise que en début d'année, on néglige tous les frottements et donc la réaction, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc je pense que vous avez trouvé ça assez naturel. Lorsqu'on va commencer à rajouter des frottements ou la réaction du support sur le solide, il arrivera que la réaction du support soit sur le côté. Donc pour l'instant, elle est toujours perpendiculaire, mais ça, des fois, elle sera sur le côté. La force de rappel élastique, que j'écris moins K, comme toujours, L moins 0, U extérieur. Alors le U extérieur, on se place du côté où est la masse, où est le système, donc de ce côté-là. Et le U extérieur, c'est un vecteur dont la direction est la même que celle du ressort, dirigé vers l'extérieur du ressort. Donc U extérieur, il est comme ça. Voilà. Ne vous trompez pas, hein, parce que sinon ça fait des erreurs de signe. La longueur du ressort, il faut que je remonte le schéma, c'est XM moins XA. Hein, c'est la plus grande abscisse moins la plus petite. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et U extérieur, c'est suivant l'axe des X. Qui est comme ça. Ça, c'est l'axe des X. Donc finalement, pour la force de rappel du ressort, ça fait moins K XM moins XA. Donc dans la suite, XM, je le noterai X. Pour l'instant, je le note XM, mais après, je le noterai X pour simplifier l'écriture. Et le vecteur U extérieur, je vais le noter X avec une flèche dessus. Donc cette notation, je l'emprunte aux sciences industrielles. Donc c'est une notation que vous utilisez souvent. Et vous mettez toujours un petit numéro là, suivant le solide que vous êtes en train de regarder. Donc c'est une notation qui a le mérite de la concision. Nous en physique, ce qu'on fait souvent, c'est ça. On note les vecteurs unitaires comme ça. E de X, U de X, hein, pour dire que c'est des vecteurs unitaires. Donc là, j'utilise une notation que j'ai empruntée aux sciences industrielles, mais bon, a priori, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc faites bien attention, hein, quand il y a une flèche au-dessus du X, ça veut dire vecteur unitaire. Et quand il n'y a pas de flèche au-dessus du X, ça veut dire que c'est un scalaire, c'est une coordonnée. Donc faites attention de ne pas faire l'erreur. J'écris le PFD. Alors, MA égale le poids plus la réaction du support plus la force de rappel du ressort. On projette. Suivant l'axe des X, ça fait MX secondes. C'est égal le poids. Alors, on regarde le schéma. L'axe de projection, c'est l'axe des X, comme ceci. Le poids et la réaction du support sont perpendiculaires à l'axe des X, donc la projection, ça fait 0. Voilà. Donc ça fait, du coup, je m'en occupe pas. Et je vais directement à la force de rappel du ressort. Donc ici, XM, je le note X. XA, ça dépend du temps. Je ne l'écris pas, mais là c'est implicite. Et le vecteur unitaire X, quand je le projette, ça fait 1. Donc ça fait... oh là, j'ai oublié, j'ai fait une erreur. J'ai oublié le moins 0. Voilà. Du coup, je l'ai aussi oublié là. Bon, le terme là, L0, c'est juste un terme constant qu'on va trimballer dans les équations. Il n'est pas très important. Bon, il n'empêche que je l'avais oublié. Alors, voici l'équation différentielle. Je vais la réécrire un petit peu différemment. Je vais diviser par M l'équation, toute l'équation. Je vais distribuer le K dans la parenthèse, donc je fais deux trucs là, de manipulation. Ça donne X secondes, et ce que je vais faire aussi, ça commence à faire beaucoup, le K sur M moins K sur MX, hop, je le passe de l'autre côté. Comme ça, vous allez reconnaître un terme que vous avez déjà écrit de nombreuses fois. Ça fait plus K sur M. Je vais mettre XA plus L0. Voilà. Finalement, je ne développe pas ça.
Et voici l'équation différentielle. Donc normalement j'ai répondu à la première question. Voilà. Sauf erreur. Je vérifie quand même. Et on peut même poser qu'oméga 0 c'est la racine de k sur m. Alors je ne l'ai pas fait, mais ce truc là, c'est oméga 0 carré. Le terme qui est ici. Qu'on retrouve d'ailleurs ici. Vous pouvez remplacer à tout moment en fait oméga 0 carré par k sur m et inversement. Ben voilà, c'est fait. Donc maintenant on va commencer la résolution. Alors je vous fais remarquer ce xa, c'est de la forme a cosinus oméga 0t. Je vais l'utiliser dans un instant. On vous demande la solution sans second membre. Donc l'équation différentielle, c'est celle-ci, x seconde plus oméga 0 carré, donc là j'ai remplacé k sur m, égale à 0. C'est ça l'équation sans second membre. Et donc la solution x1 de t, c'est de la forme a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Normalement, vous avez un lien là qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. S'il ne s'affiche pas, c'est que la vidéo n'est pas encore disponible. Qui vous explique d'où ça vient, ce truc-là. Je vous ai demandé de l'admettre jusqu'à présent, mais si vous êtes un peu curieux de l'origine de ce truc-là, vous pouvez cliquer sur le lien et vous reverrez ça en cours de mathématiques. Donc ben voilà, la question suivante est faite. Ça va assez vite. Quand on admet les résultats, finalement, c'est assez rapide. Et c'est ce qu'il faudra faire, hein, une fois que vous aurez compris d'où ça vient cette formule. Chaque fois que vous aurez un oscillateur harmonique, vous aurez le droit directement d'écrire la solution. Donc maintenant, on s'intéresse à la solution particulière. Donc pour que vous y retrouviez là, c'est l'étape, l'équation sans second membre que je viens de faire. Là maintenant, on passe à l'étape solution particulière. Et habituellement, l'étape solution particulière était assez simple. Hein, souvent, enfin, jusqu'à présent, en fait, tout le temps, la solution particulière, c'était une constante. Mais là, vous n'avez pas de bol, la solution particulière, le second membre, donc ce qui est à droite de l'égalité, dépend du temps. Et donc, du coup, la solution particulière, vous allez voir qu'elle demande un petit peu de travail pour vérifier qu'elle convient. Donc là, dans l'énoncé, on vous donne un candidat, il est ici, et on va le tester. Donc il faut réinjecter ce candidat dans l'équation différentielle. Je vais faire quelque chose. Bon. Donc l'équation différentielle, je vais la réécrire. C'est x seconde, en entier cette fois-ci, hein, plus oméga 0 carré, x égale oméga 0 carré, xa moins L0. Je me rends compte que c'est moins 0. Donc je vérifie quand même que... Oui, c'est ouais, non, c'est bon. Et donc là, j'ai fait une erreur de recopie, autant pour moi. Donc c'est les erreurs de recopie, vous avez déjà dû vous en rendre compte lorsque vous passez d'une page à une autre. Surtout quand on passe du recto au verso, c'est toujours embêtant parce qu'il faut recopier les équations et souvent on fait des erreurs à ce moment-là. Et je vais tester avec x2. Donc x2, il faut que je le réinjecte là-dedans et donc je vois que x2, il faut que je le dérive deux fois. Donc on doit dériver, on doit dans un premier temps calculer la dérivée seconde de x2. Premier temps, calculer x2 secondes. Ben, c'est parti. Alors, quand vous regardez, c'est x2, c'est de la forme u fois v. Hein, le L0, on s'en fiche, parce qu'il disparaît tout de suite. C'est u fois v, donc effectivement, c fois t fois sinus oméga 0t. Hein, c'est un produit de deux fonctions. Et quand je dérive, vous savez que ça fait u' v plus u v'.
Donc je vais utiliser ce résultat là. Donc x2 point, ça fait, donc je dérive de 0, ça fait 0. Ça fait u', donc ça fait c fois sinus oméga 0t. Donc ce truc là, c'est u'. U c'est c fois t. Ce truc là, c'est v plus c fois t, donc c'est u, fois la dérivée de sinus, donc c'est oméga 0, 0 cosinus oméga 0t. Pour ce qui est de la dérivée, des dérivées composées, normalement il y a un lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Pareil, si ça n'apparaît pas, c'est que la vidéo n'est pas encore disponible, mais ça va arriver. Donc, et on vous réexplique comment mettre en œuvre les dérivées composées. Voilà, donc ça fait ceci. Et là, on reconnaît U et V'. Donc ça, c'est U et l'autre V'. Donc là, j'ai dérivé j'ai x2 point. x2 secondes, ça vaut quoi? Alors cette fois-ci, j'ai une somme de... Alors, je vais peut-être réécrire le... Voilà, donc c'est reparti. Donc j'ai recopié, en fait j'ai recopié x2 points. Donc ce terme-là ne posera pas de problème pour le dérivé. Par contre, ce terme-là est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau un produit de deux fonctions. Donc on va réappliquer la formule qui est ici. Et cette fois-ci, ce truc-là, ça va être u. Et ce truc-là, ça va être v. Donc faites attention là au niveau des notations. On est bien d'accord que le u qui est ici et que le u qui est là, c'est pas du tout les mêmes, hein. Enfin ouais, quasiment. Et que le v qui est là et le v qui est là, c'est pas du tout les mêmes, hein. C'est juste, je vous illustre comment on applique cette formule. Normalement, quand on est habitué, on écrit directement, on n'écrit plus u et v, on le fait de tête. On le fait directement. Donc c'est juste de la présentation. Donc c'est x2, là je fais la dérivée. Quand je dérive le sinus, ça fait un cosinus, et il y a l'oméga qui sort. Donc ça fait c oméga 0 cosinus oméga 0t. Plus c oméga 0, c'est une constante multiplicative qui me dérange pas. Voilà. Et u', ça fait 1. Bon, je mets 1 fois cosinus oméga 0t. Donc vous pouvez déjà remarquer que le terme que je viens d'écrire, il est égal au terme qui est là. Plus c'est oméga 0 t fois la dérivée de cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins oméga 0 sinus oméga 0t. Je réécris x2 secondes parce que je vois que il y a deux termes qui sont identiques, donc ça fait 2c oméga 0 cosinus oméga 0t plus moins, pardon, puisqu'il y a un moins qui est apparu, c oméga 0 carré t sinus oméga 0t. Voilà. Donc je peux enfin réinjecter dans l'équation différentielle, et x, bon, on le réinjecte directement ici. Donc je continue mon calcul ici. Donc on peut réinjecter dans l'équation différentielle. Alors ça donne x secondes, donc ça fait 2c oméga 0 cosinus oméga 0t moins c oméga 0 carré t sinus oméga 0t donc ça, tout ça c'est x secondes, x2 secondes plus oméga 0 carré, donc cette fois-ci je mets x, donc l'expression de x elle est ici, pas de x2,
Donc ça fait CT cosinus. Non, c'est un sinus, pardon. C'était sinus oméga 0t plus L0. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. C'est égal. Donc là, ce que vous reconnaissez, c'est x2. Et le second membre, c'est oméga 0 carré. Et le xa plus L0, alors xa, je dois revenir à la première page. Le xa, c'est A cosinus oméga 0t. Hein, donc c'est donné par l'énoncé. Donc je fais juste, je recopie. Donc c'est A cosinus oméga 0t plus L0, fermez la parenthèse. Et donc le plus L0, il vient d'ici. Donc tout ça, c'est la recopie en fait, et il ne faut pas se tromper. Et là je reconnais xa. Donc si on regarde cette équation, ça va bien s'arranger. Enfin normalement. Si je regarde ce terme-là, et ce terme-là, il devrait simplifier. L'oméga 0 carré, donc on peut le faire directement. Lorsque je distribue, ça il faut le faire, voilà, vous imaginez j'ai fait ça, j'ai distribué le oméga 0 carré dans la parenthèse, et ce que je remarque, c'est qu'il y a ce terme-là et ce terme-là qui vont se simplifier. Ce que je remarque aussi, c'est que ce terme-là, une fois que je l'ai multiplié par oméga 0 carré, c'est opposé à celui-là. Hop, ça simplifie. Donc, tout va bien. Et finalement, il me reste quoi? Il me reste 2c oméga 0 cosinus oméga 0t. C'est égal à oméga 0 carré, petit a, cosinus oméga 0t. Donc c'est pas mal ça, parce que, hop, je simplifie le cosinus. Donc ça revient à diviser par cosinus oméga 0t. Donc c'est vrai tout le temps, sauf quand le cosinus s'annule. Donc il suffit de trouver un instant où le cosinus est non nul. Et on peut simplifier. Je vois également que le oméga 0 carré et le oméga 0, ils se simplifient. Donc finalement, tout va bien. J'obtiens 2c égale oméga 0 carré a. Donc, on avait un candidat. Où est-il? Voilà, il est là. Et bien ce candidat, lorsqu'on le réinjecte dans les quadifs, ben ça marche, mais à une seule condition, c'est de choisir C égale oméga 0 A sur 2. Donc on peut écrire la conclusion. Donc, x2 de t égale L0 plus C, donc oméga 0 A sur 2 t sinus oméga 0 t convient. Donc vous remarquez que la solution particulière, elle a demandé un petit peu de travail. Hein, c'était pas aussi simple que d'habitude. Donc habituez-vous à cette situation. Hein. En fait, la solution particulière, c'est celle enfin, en tout cas parfois, vous posera vraiment le plus de problèmes. Je peux passer à la suite. Alors il faut que je donne la solution, l'expression de la solution générale. Donc ça n'a pas changé. Donc vous remarquez que je suis la méthode habituelle de résolution. Hein, équation sans second membre, solution particulière, solution générale. Ben, c'est la somme des deux, tout simplement. x1 de t plus x2 de t. Donc ça c'est la solution sans second membre. Et ça c'est la solution particulière. Et donc finalement x de t ça vaut quoi? Ça vaut a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t
plus L0 plus oméga 0 A sur 2 fois T sinus oméga 0T. Donc on a le résultat que j'encadre. Voilà, on peut passer à la question 5. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver la valeur de A et la valeur de B à partir des conditions initiales. Donc vous remarquez encore une fois que je suis la méthode. En fait, les questions de l'énoncé, c'est on suit la méthode habituelle de résolution des équadifs. Je vérifie juste quelque chose. Voilà. Donc, c'est parti. X en 0, c'est égal à L0. Mais c'est aussi égal, donc en remplaçant T par 0, dans l'équation étoile, que je mets ici, dans étoile, ça donne X en 0, c'est égal à A cosinus de 0, plus B sinus de 0, plus L0, plus oméga 0 A sur 2 fois 0. Bon, je l'écris, mais bon, je sais bien qu'il y a pas mal de termes qui vont disparaître là. Parce que sinus de 0, ça fait toujours 0. Là, c'est clairement, ça fait 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, je vous rappelle, le cosinus et le sinus, ça ressemble à ça. Le cosinus, ça ressemble à ça. Donc là, je trace cosinus de x. X. Et sinus, ça ressemble à ça. Voilà. Donc cosinus de 0, ça vaut bien 1. Et sinus de 0, ça vaut bien 0. Donc là, hop. Si vous avez un doute, vous refaites ce petit schéma au brouillon. Enfin, ça peut vous aider à retenir en fait, le fait de l'écrire, ça aide à la mémorisation. Donc finalement, il reste quoi? Il reste A plus L0. Donc finalement, vous trouvez que A ça vaut 0. Hein, ces deux expressions sont en accord. Si A vaut 0. Donc j'ai déjà la constante A. Maintenant je calcule la dérivée. Alors ça donne quoi? X point de t. Donc comme le A est nul et comme l'expression prend un petit peu de place, je ne vais pas l'écrire. Hein, comme A vaut 0, après tout je peux me servir dès maintenant de ce résultat. Donc je ne l'écris pas, je commence par B. Ça fait B oméga 0 cosinus oméga 0t. Plus L0 quand je le dérive, ça disparaît, ça fait 0. Ensuite je dérive ce truc là. Donc je l'ai fait il y a un instant, ça donne sinus oméga 0t. On reconnaît un produit de deux fonctions. Donc je recommence pas les explications. T oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Et ensuite, on remplace t par 0. Et ça donne x point de 0. Ça fait b oméga 0 cosinus de 0 plus oméga 0 a sur 2 sinus de 0 plus oméga 0. Donc là, ce que je fais maintenant, il est évident que vous pouvez aller un petit peu plus vite. Moi, je le fais pour les explications, mais vous l'écrivez pas ce terme, parce que vous savez que sinus de 0, ça fait 0. Le terme de à la fin, vous l'écrivez pas non plus. Parce que là, clairement, il y a 0, donc tout le terme est nul, donc il n'apparaît pas. Donc finalement, on a
ceci, et on a, d'après l'énoncé, x.de0, ça vaut, on va récupérer l'information, 0. Donc ça s'arrange bien. Donc finalement, quand vous regardez ce qui reste là, au-dessus, il reste b oméga 0. Et ce truc-là est nul, donc la seule solution possible, c'est que b soit égal à 0. Voilà, donc finalement, il reste la solution sans second membre, en fait, elle est pas présente. Ça donne une contribution nulle. Donc x de t, ça vaut L0 plus a oméga 0 sur 2 fois t fois sinus oméga 0t. On encadre le résultat. Et après, on va tracer la courbe. Donc, je crois avoir... très bien. J'ai répondu à la question. Et maintenant, on trace la courbe. Je recopie l'expression de x de t. C'est L0 plus a oméga 0 sur 2 fois t fois sinus oméga 0t. C'est ça que je dois tracer. Alors, ce que vous remarquez, c'est la chose suivante. Ça va vraiment aider pour le tracé. C'est tout simple ce que je vais écrire. Ceci. Donc vous pouvez vous demander d'où ça sort. Je pense qu'il y a moyen pour vous de savoir d'où ça sort, ces deux inégalités. C'est bien évidemment le sinus, il appartient, enfin les valeurs que donne le sinus, quand on voit le sinus, c'est entre moins 1 inclus et 1. Donc il y a bien des instants où le sinus est égal à 1. Donc de temps en temps, x de t, il vaudra ceci. Et puis de temps en temps, le sinus il vaut moins 1, et ça vaudra ceci. Et entre les deux, x de t sera entre ceci et cela, tout simplement. Donc j'utilise cette propriété toute simple. Et l'avantage, c'est que tracer ça, c'est facile parce que c'est l'équation d'une droite. Donc je sais que x de t va osciller entre ces deux droites. Donc là, et donc du coup, ça va faciliter énormément le tracé. Donc commençons. On trace un repère. Voilà. Donc là, je trace x en fonction du temps. Il faut bien nommer vos axes. Le L0, je le mets ici. Et je vais tracer deux droites. Je le mets comme ça. Et l'autre droite, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près. Ouais, je pense que c'est bon. Donc la droite que j'ai tracée là, celle-là, celle du dessus, c'est la droite qui a x associe L0, pardon, donc qui a t, puisqu'on trace en fonction du temps, associe L0 plus oméga 0 a sur 2 fois t. Et la droite qui est là, c'est celle qui associe à t L0 moins a oméga 0 sur 2 fois t. Donc là c'est censé... ouais. J'ai quand même l'impression que cette droite, on pourrait la faire un petit peu plus, un peu moins penchée. Elle est plutôt comme ça. Vous arriverez certainement à faire mieux que moi. Alors, et la valeur moyenne, oups, la valeur moyenne, elle est là. Et je sais que la fonction, là je vais tracer, non, je vais tracer en rouge. Ah oui, non, en jaune. La fonction, elle va osciller entre ces deux droites. Et on appelle ça, ça a un nom ce truc-là, on appelle ça l'enveloppe. C'est pourquoi? Parce que ça enveloppe la courbe, tout simplement. Enfin, le nom est bien choisi. Donc ça, c'est l'enveloppe supérieure. Donc tout ça,
je vous l'indique pour information. Vous n'êtes pas censé savoir que tout ça a des noms et que c'est assez habituel dans les tracés de ce genre de fonction de tracer d'abord l'enveloppe. Ce que vous pouvez remarquer, alors si vous ne le remarquez pas, c'est vraiment pas grave, c'est que au début, le sinus, il est en gros, quand ce qu'il y a dedans est petit, c'est environ, c'est à peu près égal à ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc je m'explique. Si je trace le sinus, donc je fais un petit graphique, je vais l'enlever. Ça c'est x, ça c'est sinus x. Et là je trace la droite, y égale x. Voilà. Et bien lorsqu'on trace le sinus, ce qu'on va vous apprendre, ce qu'on va souvent utiliser en physique, ce qu'on va vous apprendre en mathématiques, c'est que quand je regarde autour de 0, le sinus il est confondu avec la droite y égale x. Donc aux premiers instants, lorsque oméga 0t est encore petit, en fait c'est quasiment égal à oméga 0t. Donc le début de la courbe, ça ressemble à une parabole. C'est L0 plus une constante fois t carré. Voilà, donc si vous ne faites pas cette petite... si vous ne le voyez pas, ça, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Là, je suis vraiment dans le peaufinage. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est indiquer les conditions initiales. Je sais que je pars avec une vitesse nulle de L0. Donc on peut le représenter comme ça. Et ensuite on trace la courbe. Et ce que je viens de dire, c'est que ça ressemble à une parabole. Donc ça va partir comme ça vers le haut. Et ensuite ça aussi. Et ça aussi comme un sinus. Donc ce que je peux aussi indiquer, c'est que chaque fois que le sinus s'annule, donc chaque fois que ce truc s'annule, x de t passe par L0. Comme ça me permet de graduer l'axe des abscisses. Donc le sinus, vous savez qu'il s'annule, évidemment en 0, ça c'est évident, puis il s'annule une nouvelle fois lorsque ça vaut pi, lorsque ça vaut 2pi, etc. Donc je vais graduer mon axe des abscisses. On va dire que ça c'est la première fois que ça s'annule. Donc c'est oméga 0t égale pi, donc c'est pi sur oméga 0. Et ensuite je reporte et je gradue tout l'axe. Voilà, donc j'ai gradué l'axe. Et je sais que à chaque fois que je vais arriver à cette valeur-là de temps, ici, la courbe elle passe par ce point. Donc je mets en rouge là ici, je sais que la courbe elle passe par ce point-là, ce point-là. Voilà. Donc là je suis, quand vous travaillez comme ça, là on met un maximum d'informations sur le graphe. Donc cette fois-ci je trace la courbe. Et je sais aussi que quand j'arrive au milieu, là, entre les annulations du sinus, lorsque j'arrive au milieu, le sinus vaudra soit plus 1, soit moins 1. Donc ça donne ceci. Donc il faut que maintenant j'arrive ici. Et ensuite je redescends. Il faut que j'arrive ici. Puis je redescends. Il faut que j'arrive ensuite ici. Là, il faudra que j'arrive à peu près ici. Bon, là, ça va devenir de plus en plus difficile à tracer. Oups. Voilà. Il faut que j'arrive ici. Ensuite ici, etc. etc. Ben, vous avez compris.
le principe de cette courbe-là, qui va, en fait, l'amplitude va tendre vers l'infini. Donc évidemment, ce genre de système, il y a quand même un moment donné où le système, il ne peut pas accepter une amplitude croissant indéfiniment. Donc cette croissance de l'amplitude s'arrête à cause des frottements. Ou à cause de la destruction du système. Hein, comme le pont qui s'est écroulé dont je vous avais parlé au début. Alors si on rajoute les frottements, ça va donner une courbe qui ressemble à ça. Si on rajoute les frottements, voilà les frottements. Donc je le fais très qualitativement. Si on rajoute les frottements, on va avoir une courbe qui ressemble à ça. Donc au départ, ça augmente. Et en fait, et après ça se stabilise. Bon, je suis désolé, c'est pas très bien représenté, mais ça va se stabiliser. Stabilisation de l'amplitude. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opérateur qui manipule le point A, en fait, il perd de l'énergie à chaque fois. Il se fatigue, tout simplement. Et quand l'énergie que donne l'opérateur, c'est exactement l'énergie que dissipe le système par les frottements, en fait, l'amplitude, elle peut plus augmenter, tout simplement. Autre chose, une autre remarque que je peux faire, c'est si vous regardez l'excitation, XA de T, je vais le tracer en jaune, c'est en cosinus oméga T. Je vérifie, voilà, c'est en cosinus oméga T. Ça, c'est une autre remarque que l'on peut faire. Bon, je vais la faire ici, la remarque. Remarque, l'excitation et la réponse sont en quadrature de phase. Alors ça veut dire quoi ce truc-là? Et la réponse sont en quadrature de phase. Voilà, en quadrature de phase. Autant d'écrire. Donc je retrace un graphique. Voilà. Décidément, voilà, je trace les axes. X, T. Alors X, je vais le tracer en rouge. X de T. Et XA de T, je vais le tracer en jaune. Ah, donc ça, c'est l'excitation. Et X, c'est la réponse du système. Donc quand je trace la courbe, ça fait, voilà, je refais le tracé. Alors je vais le faire correctement. Donc je prends les différentes annulations de la fonction sinus oméga 0t. Donc ça va donner un truc comme ça. Voilà, j'ai tracé la courbe. Ça prend un petit peu de temps, donc je l'ai fait en faisant pause. Je vais représenter l'excitation. L'excitation, c'est un cosinus. Ça veut dire que les annulations, elles se font ici. C'est-à-dire que les sinus s'annulent au niveau des traits noirs, là. Et le cosinus, lui, va s'annuler en quadrature de phase. Hein, donc c'est au milieu. Donc ça ressemble à ça, l'excitation. Voilà. J'essaie de tracer au mieux le cosinus. Voilà, encore une période, et c'est bon. Voilà. Et bien vous êtes en quadrature de phase.
À quoi je vois ça? C'est lorsque l'excitation est maximale, la réponse, elle passe par 0. Lorsque l'excitation passe par 0, la réponse, elle atteint un maximum. Donc ça, c'est typique d'un système qui transfère de l'énergie. Qui transfère de l'énergie, en fait, lorsque vous avez un système qui est tout le temps en quadrature de phase, donc quadrature de phase, c'est quand le déphasage vaut un quart de période. Donc quadrature, quart de période, ça s'écrit pas quasiment pareil au début. Eh bien, c'est là que le transfert d'énergie est maximal entre l'excitation et la réponse. Dit autrement, le système, c'est là qui vous fatigue le plus en fait. Si vous deviez faire ce mouvement-là, eh bien, si c'était vous l'opérateur, c'est là que vous allez vous fatiguer le plus. Donc, ce que vous pouvez faire, parmi les situations courantes où vous pouvez rencontrer ça, alors je suis désolé, c'est ça, en général, c'est des moments de détente quand on fait ça, du trampoline par exemple, à la piscine ou à un trampoline quelconque. Eh bien, faites juste attention pendant quelques secondes. Eh bien, vous allez vous rendre compte que l'excitation, donc le moment où vous allez faire un effort, vous allez toujours le faire en quadrature de phase. Vous pouvez aussi essayer ça sur une balançoire. Quand vous regardez le mouvement que vous avez, le moment où vous allez donner le maximum d'énergie, c'est lorsque vous êtes le plus bas. Hein, c'est à ce moment-là que vous donnez que vous fatiguez le plus. Hein, bon, c'est pas très très fatigant la balançoire, mais je vous invite quand même à faire attention un petit peu à ça. Hein, qu'il y a ce décalage de phase entre l'excitation et la réponse. Voilà, normalement, j'ai répondu à toutes les questions de cette partie. À bientôt.